Hello, my name is Philip John Usher. I'm the chair of the Department of French Literature, Thought and Culture here at New York University. Each semester for decades, our department has welcomed as visiting professors top thinkers from France and the Francophone world, from Alain Robbe-Grillet and Jacques Derrida to, earlier this year, the philosopher Catherine Malabou. As part of these visits, each visitor also gives a public lecture on their current research. I'm here today to introduce you to a talk by our current visiting professor, Frédérique Haït-Touati. Frédérique is, in a nutshell and in drastic simplification, one of the leading lights of the environmental humanities in the French-speaking world. Her work is nourished by a deep knowledge of the long history of the ways in which fiction and knowledge interweave in order to make available to us the world we live in. Bringing together the histories of science with the methods of literary history, combined with her expertise as a theatre director, Frédérique's thinking is essential for we who have stumbled into the Anthropocene. A professor at France's Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS, Frédérique is also the current director of the experimental program in arts and politics at Sciences Po, SPIP, a program founded by Bruno Latour. She is the author of many books and articles, all of which bear the imprint of her interdisciplinary approach, at once scholarly and post-critical, to the questions at the center of her wider engagement, namely, what is this planet we live on, and how can we live not just on it, but with it? Her 2011 book from Chicago University Press, titled Fictions of the Cosmos, sets side by side authors such as Kepler, Godwin, Hooke, Cyrano, and Fontanelle, some of whom we think of as scientific, and others of whom we separate out as literary, to explore the various means by which we humans grapple with this planet of ours. Similar questions arise in a more experimental vein still in her most recent book, Terra Forma, Manuel de Cartographie Potentielle, pluriel, co-created in 2019 with Alexandra Arène and Axel Grégoire. As its title suggests, this work proposes new mappings of the Earth that we thought we knew, but clearly do not. It proclaims itself, quote, a manifesto for the foundation of a new geographic imaginary, which must be inherently political. Each chapter of this book offers up an alternative way of looking at the Earth, not as a ball floating in space, apolitical and seen only from afar, but as local territories to be mapped by the various living beings who depend on them. Frédérique is no stranger to New York. She's not a stranger to NYU. In 2014, she and her theater troupe brought to New York's Kitchen Theater the fabulous Gaia Global Circus, a play written by Pierre Daubigny as part of a wider project coordinated by Latour. And she returned in 2018 as part of a conference festival titled French Natures, sponsored by NYU's Center for French Language and Cultures, now La Maison Française, and which included the US premiere of Latour's Inside, now viewable via FrenchNatures.org and via NYU's Maison Française website. Frédérique is the latest in the long line of distinguished visitors to our department, but she is the first to be teaching with us without leaving France via Zoom because of a pandemic that has been spreading around our planet since the beginning of the year. Only seeing the planet up close in our current situation, tracking the virus as it spreads, body to body, makes sense. It is a cruel coincidence that Frédérique's work is more timely now than ever. Thank you for joining us. Please note that after the lecture, there will be a live Q&A session with Frédérique, and you can type in your questions just down below using a chat function, and we look forward to hearing them and to discussing. Welcome and stay safe. Bonjour à tous, merci d'être là et merci tout particulièrement à Philippe Usher et à tous les collègues du département de littérature et de culture française à NYU. J'aurais bien sûr aimé être parmi vous comme c'était prévu et c'est quand même une chance de pouvoir, grâce à ce webinaire, à cette conférence, de pouvoir être parmi vous virtuellement et partager avec vous quelques récents travaux. Alors, j'ai choisi d'arrêter la caméra, de vous parler seulement une quarantaine de minutes et de vous plonger en quelque sorte dans mes images. On peut voyager en restant sur place, c'est ce que permet la fiction spatiale de la scène et c'est aussi en quelque sorte le sujet de ma conférence aujourd'hui, sorte de promenade dans les coulisses de quelques scènes baroques. Pour compenser donc autant que possible la distance temporelle et spatiale, j'ai choisi de transformer mon écran et le vôtre, si vous le souhaitez, en un petit théâtre de poche.
Alors imaginez un instant que les bords de votre écran sont le cadre de scène, le clavier devient le parterre, et vous, vous voilà juste à la bonne place, celle de Louis XIV. La nature n'est plus un décor, affirment depuis plusieurs années les philosophes et anthropologues de notre temps. Mais l'a-t-elle jamais été? En m'appuyant sur l'histoire de la scénographie, j'aimerais explorer une origine possible de ce topos, la nature comme décor, et me demander si la nature, ce concept central de l'histoire des idées occidentales, profondément remis en cause aujourd'hui, a pu être en partie fabriquée sur les scènes de théâtre. Je dis en partie car ce n'est pas le seul déploiement scénique de la nature comme décor qui peut expliquer la puissance des animantes de ce concept. Je fais l'hypothèse que c'est l'association d'une physique, d'une cosmologie et d'une esthétique qui peut nous aider à comprendre comment la Terre, ses phénomènes, ses vivants, sont devenus une scène stable et fixe pour la comédie humaine. En quoi le théâtre peut-il nous aider à penser notre relation à l'espace terrestre? À côté de l'histoire richement documentée des cartes et des globes qui ont contribué à construire nos représentations du monde, on trouve une histoire moins connue, celle des architectures, des maquettes, des modèles, par lesquels faire l'expérience de cette situation à la fois familière et insaisissable, habiter la Terre. Car c'est à l'intérieur de bâtiments à l'échelle humaine qu'un rapport singulier à l'espace se constitue, à l'intérieur de lieux clos que se teste et se joue la question de l'habitabilité. Ce qu'on pourrait réunir sous le terme d'arts spatiaux, scénographie, architecture, exposition, collection, installation, ont eu un rôle majeur dans la construction de la conception moderne de la Terre. Par sa capacité à constituer un laboratoire d'espace, par sa puissance de modélisation, le théâtre notamment a pu incarner très matériellement des arts d'habiter, des façons de se concevoir dans le monde, sur Terre. Il constitue ce faisant un marqueur historique précieux pour comprendre l'évolution de notre rapport à l'espace terrestre. Dites-moi quel lieu vous construisez, je vous dirai quel cosmos vous habitez. Alors commençons par cette première image, bien connue. Voici justement le cosmos dans lequel habite une petite partie privilégiée du public éduqué de la bonne société française de la fin du XVIIe siècle. Il s'agit, vous l'avez sans doute reconnu, du théâtre cosmique de Fontenelle. Fontenelle, homme de science, homme de théâtre, homme de lettres, publie en 1786 les Entretiens sur la pluralité des mondes qui mettent en scène un philosophe et une marquise discourant du système du monde et des récentes découvertes des astronomes. Dans ce texte fondateur de l'astronomie populaire, le cosmos est présenté comme un immense théâtre à machines dont le philosophe explique le fonctionnement. La dramaturgie en est connue. C'est donc la mise en scène bucolique, galante, dans un jardin, de ce dialogue entre le philosophe et la marquise. De nouveaux acteurs entrent sur la scène du monde, ce sont les comètes, les satellites de Jupiter, l'anneau de Saturne, les autres mondes et leurs habitants. Et le texte se déroule comme une longue description de ce théâtre du monde, une explication de ses rouages. La métaphore théâtrale, vous le voyez, joue ici à plein. Et de fait, dans la fameuse illustration de l'édition originale des Entretiens, représentant le système copernicien, les draperies qui se situent de part et d'autre donc de l'image ne laissent aucun doute. Nous sommes au théâtre. Et Fontenelle nous donne à voir le spectacle de l'univers. Placé au seuil du texte, entre la préface et le premier entretien, la gravure, qu'il fallait déplier dans l'édition originale comme un petit théâtre, dévoile de manière spectaculaire la vaste machine du monde. Cette flamboyante métaphore du théâtre du monde, visuelle d'abord, puis longuement filée dans le texte, a souvent et justement été commentée comme reprise et déplacement du topos du Theatrum Mundi. J'aimerais retracer une généalogie parallèle, scénographique et technique de cette métaphore centrale en m'appuyant sur la matérialité du travail scénique. Alors observons de plus près la gravure. Le soleil est au centre,
Autour de lui sont disposées les planètes, éparpillées dans un tourbillon de nuages. Mais ces nuages pourraient étonner. Que viennent faire de telles manifestations atmosphériques terrestres dans un univers cosmique? Le cadre scénique résout l'étrangeté en indiquant qu'il s'agit moins d'une représentation de phénomènes naturels que de nuées de théâtre, ces fameuses nuvole, pardon pour l'italien, qui rappellent donc que ces nuages doivent être interprétés comme un signe culturel déjà constitué, comme on pourrait dire une représentation d'une représentation. D'ailleurs, ce qui frappe dans cette image, c'est la combinaison de codes graphiques et picturaux hétérogènes. Les diagrammes cosmologiques que vous voyez, les petits cercles concentriques là, rappellent bien sûr la tradition savante, astronomique. Et la démultiplication, c'est la thèse de Fontenelle, de ce fameux système du monde copernicien, pour illustrer la pluralité des mondes. Et puis, on trouve également ces rayons optiques autour de chaque astre, et notamment autour du Soleil, qui évoquent, quant à eux, bien sûr, les représentations solaires liées à Louis XIV. Et puis les nuages, enfin, on l'a dit, qui sont ceux des décors des pièces à machine, où le dessin stylisé du nuage évoque nettement le carton ou le bois découpé et peint. De fait, pour comprendre l'origine de cette image, il faut remonter à l'un des plus fameux spectacles du siècle, les Noces de Pélée et Thétis, comédie italienne en musique, entremêlée d'un ballet sur le même sujet, donné à Paris en 1654 sur un livret de Isaac de Benserra des Butti et une musique de Carlo Caproli, avec des décors de Giacomo Torelli. Je laisse passer le tracteur. Voilà. Alors, Torelli, c'est lui qui m'intéresse, mais d'abord, contextualisons un petit peu ces fameuses noces de Pélée et Thétis, dont je vous ai donné ici la scène finale. Nous sommes peu après la fin de la Fronde, et à la suite du succès du ballet de la nuit, représenté le 23 février 1653, Mazarin initie ce nouveau spectacle, les Noces de Pélée et Thétis, mêlant ballet de cour à la française et comédie en musique à la mode italienne, afin de célébrer l'harmonie retrouvée du royaume de France. On retrouve dans les Noces de Pélée et Thétis certains éléments qui ont fait le succès du ballet de la nuit. Le jeune roi y danse à nouveau Apollon aux côtés de Lully. Le livret distille le même message politique d'une harmonie retrouvée après la Fronde. Je cite, « La discorde y fut bienvenue, mais elle aurait eu honte de paraître sur le théâtre après avoir été chassée de la France. Il n'était pas à propos qu'elle vint troubler cette agréable fête. » Fin de citation. Les décors, enfin, dans les deux cas, donc dans les Noces de Pélée et Thétis et dans le ballet de la nuit, sont confiés à Torelli. Représenté au Petit Bourbon en avril et mai 54, je le disais, donc juste avant le sacre de Louis XIV, le spectacle est un triomphe. La mémoire de ces somptueux décors est conservée dans un livret signé de Torelli, avec des gravures d'Israël Sylvestre, d'après François Francard, adressé à son protecteur et bienfaiteur Mazarin. Alors, moi, je m'intéresse évidemment beaucoup à ce petit livret, puisque c'est tout ce qui nous reste des décors de Torelli qui vont m'intéresser. Dans cet opuscule intitulé « Décoration et machines à prêter aux noces de Thétis Ballet Royal », Torelli accorde une place centrale aux machines, bien sûr. Il y propose une manière d'ekphrasis du spectacle, tâchant de retracer l'expérience d'abord visuelle des spectateurs. Il raconte l'argument de la pièce par la description de ses tableaux et décors successifs. Les décors et planches de Torelli ont ainsi, grâce à cet opuscule, été largement diffusés, cités, repris pendant toute la seconde moitié du siècle. Alors Fontenelle a-t-il eu connaissance de ces gravures, ce qui expliquerait cette ressemblance entre son dessin cosmologique et cette mise en scène? Eh bien oui, c'est certain, car Fontenelle choisit précisément l'histoire de Thétis et Pélée pour son premier livret d'opéra qu'il compose en 1689, 3 ans après la publication des Entretiens. Rien d'étonnant, dès lors, de retrouver la fameuse nuée de Torelli, ce tourbillon de nuages circulaires s'ouvrant sur une perspective lumineuse dans la gravure du système du monde à l'ouverture des Entretiens. Pour mettre en scène la théorie héliocentrique, Fontenelle choisit l'un des plus grands hommes de théâtre de son temps. Pour dévoiler la mécanique du monde,
il emprunte à Torelli l'une de ses plus extraordinaires machines. Alors il faut s'attarder quelques instants sur cette double perspective de nuée. Les nuages sont en effet un élément essentiel du décor baroque, comme en témoigne l'intérêt que leur porte Sabatini, qui leur consacre Nicolas Sabatini, qui leur consacre 11 chapitres sur les 57 de sa pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre. Donc texte essentiel, paru en 1638, dans lequel les machines de scène sont détaillées et par ailleurs dans lesquelles toute l'architecture de la scène italienne est expliquée. Les machines de scène, ces fameux nuages, sont bien sûr les machines par excellence. Ce sont elles qui rendent le ciel littéralement praticable en permettant aux acteurs, qui représentent les dieux, d'apparaître et de voler. Alors vous vous en souvenez, les nuages sont d'abord un topos pictural avant d'être un topos scénique et s'inscrivent dans une iconographie classique et mythologique faisant le lien entre le monde terrestre et le monde divin. C'est la grande étude d'Hubert Damisch, Théorie du nuage, qui fait cette histoire. Et là, je lui ai emprunté l'Ascension du Christ de Mantegna, qui est l'un des exemples donc, qu'il analyse dans son grand texte pour expliquer l'iconographie classique des nuages. Au théâtre, ce sont les véhicules au sens propre des dieux et des héros. Et je vous le disais, donc, dans la pratique de Sabatini, ils sont ils sont détaillés, leur fonctionnement de machine de scène est détaillé. Mais ce qui est intéressant, c'est que les nuages passent du statut de machine liée à leur fonction de Deus ex machina à progressivement un statut de plus en plus central dans les décors baroques. Et on pourrait dire que c'est toute une esthétique et une mécanique des nuages qui se développe dans les pièces à machine et les opéras de la seconde moitié du siècle. J'ai également, en plus de Sabatini, je suis allée chercher quelques dessins de Joseph Furtenbach. Donc lui, c'est un architecte allemand qui développe lui aussi toute une mécanique des nuages de manière extrêmement sophistiquée et qui montre comment produire non seulement des nuages, donc je dirais architecturaux pour porter les acteurs, mais aussi des nuages décors qui deviennent vraiment comme un élément dans cette gravure-là de Furtenbach, comme un élément essentiel du décor. On pourrait dire qu'avec le développement d'intermèdes et de pièces à machines spectaculaires conçues par les ingénieurs, les architectes, les peintres italiens, la nature devient très littéralement un spectacle. L'une des origines possibles de cette conception de la nature comme décor se situe donc peut-être, sans doute, dans ces ateliers de construction des machines de scène, là où s'inventent les techniques pour transposer dans l'espace du théâtre les effets de la perspective des peintures de paysages. C'est l'infini non technique donné à ces toiles à portée de main et de regard. Donc là, je viens d'afficher un autre décor de Torelli qui s'était fait connaître en France grâce au décor qu'il avait conçu pour les représentations d'Andromède de Corneille. C'est la grande pièce à machine du milieu du XVIIe siècle, Andromède, donc représentée en 1650. Transposant sur la scène les techniques des peintres, il crée d'extraordinaires toiles de fond qui ouvrent le théâtre sur des perspectives sans fin de grottes, de lacs, de forêts et d'océans tumultueux. Donc il faut le noter, la perspective est bien l'une des techniques les plus puissantes pour faire entrer l'immensité de la nature dans un espace clos, pour mettre le monde dans un théâtre, littéralement. Le théâtre des architectes italiens fonctionne sur les techniques optiques développées en peinture et en architecture par ailleurs. C'est une technique illusionniste qui produit des paysages, des tableaux à contempler et à parcourir.
Ce sont plus que des tableaux, finalement, ces décors, puisque les maîtres des feintes, comme on les appelle, construisent des paysages dans lesquels on peut marcher, évoluer, parler, se battre, aimer, vivre en somme, grâce à l'invention du décor praticable. Et là aussi, c'est un terme technique sur lequel je reviendrai. Voilà encore cette perspective dans l'Andromède de Corneille avec les décors de Torelli. Les scènes de théâtre qu'inventent les ingénieurs italiens sont des tableaux vivants, je le disais. Ils sont animés par des machines, habités par des acteurs. Ils actualisent par la fiction scénique le rêve d'habiter les paysages somptueux de la peinture italienne. Pour Fontenelle, on le comprend, quelle meilleure façon de montrer l'infinité de l'espace copernicien que par ces perspectives infinies de Torelli. Mais les nuages, et c'est la deuxième partie de mon exposé, les nuages sont également au cœur d'un traité scientifique que Descartes fait paraître en 1637, un an avant la pratique de Sabatini de 1638, je vous le disais tout à l'heure. Il s'agit des Météores, ouvrage de philosophie naturelle qu'il fait paraître à la suite du discours de la méthode et où sont abordés les phénomènes terrestres et célestes. Les premières lignes du traité attaquent directement le statut de merveille des nuages et proposent de les transformer en sujet d'étude plutôt que d'admiration. Je lis ce tout début donc des Météores de Descartes. Nous avons naturellement plus d'admiration pour les choses qui sont au-dessus de nous que pour celles qui sont à pareille hauteur ou au-dessous. Et quoique les nues n'excèdent guère les sommets de quelques montagnes, et qu'on en voit même souvent de plus basses que les pointes de nos clochers, toutefois, à cause qu'il faut tourner les yeux vers le ciel pour les regarder, nous les imaginons si relevés que même les poètes et les peintres en composent le trône de Dieu, et font que là, il emploie ses propres mains à ouvrir et fermer les portes des vents. Ce qui me fait espérer que si j'explique ici leur nature, en telle sorte qu'on n'ait plus occasion d'admirer rien de ce qui s'y voit ou qui en descend, on croira facilement qu'il est possible en même façon de trouver les causes de tout ce qu'il y a de plus admirable dessus la terre. Dans la scénographie baroque, je l'ai dit, les nuages sont à la fois la demeure mythologique des dieux et des machines qui permettent de parcourir le ciel en tous sens. Ils sont exactement à la jointure de deux représentations de l'univers, l'une mythographique, l'autre scientifique. On comprend qu'ils aient pu représenter pour Descartes un enjeu philosophique et scientifique majeur. Loin d'être les véhicules d'un merveilleux mythologique traditionnel, ils constituent pour lui les outils d'une pédagogie mécaniste. Et d'ailleurs, il s'emploie dans son texte à en expliquer le mécanisme. Alors moi, j'étais frappée, évidemment, de rapprocher les images du mécanisme des nuages de Seine chez Sabatini et Furtenbach et les dessins de Descartes expliquant le fonctionnement des météores, des nuages. Alors Descartes, il me semble, ne propose rien moins que de démystifier les nuages en les démythifiant. S'il est capable d'expliquer la nature des nuées, espère-t-il, sans doute voudra-t-on bien accepter l'idée que toutes les merveilles du monde ont une explication logique, une cause, et cesser de voir des miracles dans les phénomènes naturels. L'ambition de sécularisation est nettement affichée. Descartes poursuit ainsi. Après cela, conduisant les vapeurs par l'air, j'examinerai d'où viennent les vents, et les faisant assembler en quelques endroits, je décrirai la nature des nues. Et faisant dissoudre ces nues, je dirai ce qui cause la pluie, la grêle, la neige. Je n'oublierai pas aussi les tempêtes, le tonnerre, la foudre et les divers feux qui s'allument en l'air ou les lumières qui s'y voient. Mais surtout, je tâcherai de bien dépeindre l'arc-en-ciel et de rendre raison de ses couleurs. Nuages, vent violent, éclairs, fracas du tonnerre. Les premières pages des Météores mettent en scène les éléments les plus spectaculaires du théâtre de la nature. Mais on reconnaît aussi l'arsenal scénographique de la scène baroque. C'est précisément le sommaire de la pratique de Sabatini que nous propose Descartes ici. Il me semble qu'il se dépeint en maître des feintes, un petit peu, comme on les appelait, ces architectes scénographes. En tout cas, il se dépeint en maître de son théâtre des Météores, capable donc non seulement de les décrire, mais de les assembler, de les provoquer pour en faire la démonstration.
Mais en reprenant le topos du théâtre de la nature, Descartes l'inverse radicalement et en fait l'outil d'une démonstration, et ce en un double mouvement. Premièrement, littéralisation de la métaphore du théâtre de la nature, qui devient un spectacle à machine, d'où l'importance pour moi de cet intertexte scénographique. Le théâtre de la nature devient un spectacle à machine, un théâtre à machine. Et simultanément et deuxièmement, dévoilement des machines de ce théâtre. Rabattu sur les mécanismes scénographiques des scènes du temps, le Theatrum Naturae se trouve vidé de toute portée mystique ou théologique. Dans cette nouvelle définition, l'espace a la particularité d'être continu, praticable dans le vocabulaire technique de la scène, comme le sont les fameux nuvole, ces machines en forme de nuages capables de porter plusieurs acteurs jusqu'au ciel, jusqu'au cintre du théâtre. Descartes opère ainsi une transformation profonde du sens des machines de théâtre. Délesté de sa signification liturgique, le théâtre à machine devient le moyen de manifester la puissance de l'explication physique et mécanique. C'est bien une nouvelle conception du monde, une nouvelle cosmologie et une nouvelle physique qui se donnent à voir dans ce théâtre cartésien et baroque. Alors voilà, ce théâtre cartésien et baroque, voilà une nouvelle image, une nouvelle gravure tirée des météores. Et là aussi, le lien avec les décors de théâtre de l'époque me frappe. Cette manière comme ça de... C'est presque une citation à nouveau visuelle à la fois des tableaux et des décors de scène. Une génération plus tard, Fontenelle donc radicalise en quelque sorte l'analogie cartésienne et présente à son tour le cosmos comme un vaste théâtre. Mais au moment où il emprunte les machines de Torelli, Fontenelle, à la suite de Descartes, en modifie le sens. On peut bien être émerveillé par la machinerie cosmique, dit-il, mais alors il faut s'émerveiller devant l'ingéniosité physique et mécanique de la nature, mimée par l'ingéniosité technique des hommes. Pour l'homme éduqué, affirme Fontenelle après Descartes, il n'y a pas de miracle et de magie, mais seulement de l'artifice, au sens premier d'art et d'industrie. Le vrai merveilleux, dit Fontenelle, n'est pas du côté de la fable et de l'occulte, mais dans les boutiques des artisans et dans les coulisses des théâtres, où l'ingéniosité technique se déploie dans toute sa virtuosité. Ce faisant, Fontenelle transforme profondément le sens du merveilleux mythologique qui est au cœur de la culture théâtrale de son temps. Ce sont moins les agissements des dieux que les machines du monde qui suscitent son intérêt. Le philosophe se présente comme un spectateur averti, capable d'apprécier la beauté du travail et des machines, comme celle de la fabrique cosmologique du monde. Le théâtre des machines de Torelli, réinterprété à travers le prisme du théâtre des météores de Descartes, c'est la double origine, à la fois philosophique et scénographique, d'un des textes astronomiques les plus importants de la fin du XVIIe siècle, qui aura une influence durable sur la compréhension et les représentations populaires de la nouvelle cosmologie copernicienne. L'histoire se poursuit d'ailleurs au siècle suivant, avec cette planche que je trouve assez extraordinaire de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Donc, dans les planches de l'encyclopédie consacrées aux techniques de la scène, c'est cette fois la mécanique du théâtre qui est au premier plan, alors que l'image scénique est seulement évoquée en vignettes, de part et d'autre de cette grande planche technique. C'est là, me semble-t-il, je disais la suite de l'histoire, parce que le renversement radical du point de vue est ici opéré. La coulisse et les machines prennent toute la lumière. C'est la victoire éclatante du vrai merveilleux de la technique sur le faux merveilleux des fables, dirait Fontenelle. Alors j'aimerais essayer de tirer plusieurs conclusions de cette histoire de l'évolution des nuages. Que nous disent finalement les nuages de Fontenelle ? Alors, non seulement c'est évident que Fontenelle a une connaissance et un goût pour les techniques de scène et les machines de théâtre de son temps, mais aussi et surtout qu'il conçoit l'espace du cosmos comme un espace continu, qu'on peut parcourir, un cosmos praticable en somme, une scénographie de la res extensa. Ça serait l'expression que j'aimerais défendre ici. Pourquoi ? Parce que dans ce théâtrum cartésien, dans ce théâtrum mundi cartésien, repris par Fontenelle, l'homme est un œil désincarné, observant le monde. Il profite par la res cogitans d'une position d'observation détachée.
cette scénographie cartésienne de la res extensa engage un rapport à l'espace et au monde comme scène visible, comme scène distanciée. Je vois au moins 3 conséquences à cette conception picturale puis scénographique de l'espace. D'abord, la nature est un paysage en perspective que l'homme peut observer, c'est un tableau, mais ça nous vient de la grande tradition de la perspective et de la peinture italienne. Mais deuxièmement, lorsqu'il passe sur scène, eh bien, la nature devient un paysage praticable que l'homme peut parcourir et contrôler. C'est un décor, une toile peinte devant laquelle s'agitent les acteurs du monde humain. Et troisième conséquence, eh bien, ce théâtre de la nature et le théâtre des hommes sont distincts. Ils coïncident de temps en temps lors des représentations, mais ils sont bien sur 2 plans différents. Le nuage est passé du statut de merveille de la nature, d'intermédiaire entre le monde humain et le monde divin, au statut de simple phénomène atmosphérique et technique qu'on peut comprendre, reproduire, imiter. La désanimation de l'espace naturel s'appuie sur la mécanisation et la picturalisation de l'espace scénique. La nature est devenue un décor, ou plutôt, en devenant décor, les phénomènes terrestres et célestes deviennent nature. La coupure cartésienne, qui est d'abord, je l'ai dit, celle de la perspective, engage un rapport à l'espace et au monde comme scène visible. Et l'une des conséquences de cette séparation, c'est non seulement la transformation de la Terre en décor, en toile peinte, mais aussi cette séparation entre cette toile peinte et le monde humain. Or, avant leur distinction au tournant du XVIe et du XVIIe siècle, il me semble que ces 2 théâtres coexistaient davantage dans des dispositifs qui peuvent peut-être nous aider à repenser leur intrication. Et c'est la dernière partie de cette présentation. Car au même moment, à la même époque à peu près que la mise en place de ce théâtre à l'italienne, de ce grand théâtre à machine spectaculaire, un autre mode de représentation envisage tout différemment le rapport de l'homme et du monde. C'est le théâtre élisabétain, tel qu'on le connaît à travers l'histoire du fameux théâtre du Globe de Shakespeare, contemporain de la naissance du théâtre à l'italienne. Alors là, c'est Francis Yates, bien sûr, qui a de manière magistrale fait l'histoire de l'histoire longue de ce type-là de théâtre. D'ailleurs, j'ai simplement mis en image pour ce passage la couverture de son grand livre Théâtre du monde. Alors que nous explique Francis Yates, c'est que le théâtre élisabétain, héritier du théâtre antique et de sa conception cosmique du théâtre, envisage le rapport de l'homme au monde selon la relation du microcosme au macrocosme. Rapport à l'espace, non pas illusionniste, comme dans le théâtre à l'italienne, mais analogique. Rappelez-vous de la phrase d'Hamlet, « Je pourrais être enfermé dans une coquille de noix et me croire le roi d'un espace infini. » Le théâtre élisabétain, construit d'après le plan cosmique de Vitruve, rêve de représenter l'univers dans l'espace réduit de la scène. Mais son fonctionnement n'a rien à voir avec celui des infinis des toiles peintes dont on parlait tout à l'heure. C'est dans son architecture même un dispositif de condensation du monde, un lieu singulier capable de convoquer tous les lieux et tous les êtres par le pouvoir de la parole. On se souvient du fameux prologue d'Henri V. « Can this cockpit hold the vastly fields of France, or may we cram within this wooden O the very casques that did affright the air at Agincourt ?» Excuse my English. Le macrocosme de la Terre est provisoirement concentré dans le microcosme du théâtre en bois, dans lequel chaque action, chaque geste doit être démultiplié par l'imagination du spectateur pour retrouver sa juste mesure. Par un processus de miniaturisation et de concentration, le théâtre joue en petit les caractéristiques du microcosme et rassemble en un lieu à taille humaine l'insaisissable, le multiple, l'hétérogène. Il organise le rapport à l'espace dans un jeu constant entre l'étroitesse de la scène et l'immensité de ce qu'elle saisit. Les antipodes, des armées, la lande venteuse du roi Lear. Alors revenons à l'hypothèse que je vous proposais au début de cette présentation, selon laquelle les théâtres seraient des cosmogrammes, des manières de penser notre espace, des arts d'habiter. Et bien là, bien sûr, on voit se dessiner 2 arts d'habiter bien différents.
D'un côté, un théâtre illusionniste fondé sur la séduction visuelle des machines et des perspectives en Italie, puis en France et en Allemagne. Et dans sa version cartésienne, on l'a vu, ce théâtre à machine déploie un espace unifié, celui de la res extensa. En Angleterre, en revanche, le théâtre élisabétain déploie un rapport à l'espace analogiste, symbolique, fondé sur la rencontre entre un dispositif architectural et la puissance d'évocation de la parole. Il permet de penser un rapport à l'espace terrestre non mimétique, non perspectiviste, non mécaniste, un mode d'habiter dans lequel l'homme ne joue pas son rôle devant une nature décor, mais entretient des relations analogiques au cosmos. Il permet aussi de concevoir cet art d'habiter-là, la réunion sur une même scène du microcosme et du macrocosme, des êtres humains et des autres vivants. Alors, en guise de conclusion, une dernière partie, beaucoup plus spéculative, beaucoup plus rapide, dans laquelle j'essaierai de me poser cette question. Quels seraient aujourd'hui les théâtres du monde, les arts d'habiter, correspondant au changement de cosmos auquel nous assistons? Il me semble, pour commencer, que l'écologie contemporaine est encore parfois tributaire de deux paradigmes spatiaux très puissants. Le premier, j'en ai beaucoup parlé, c'est ce que j'ai appelé la scénographie de la res extensa. Il me semble qu'on en hérite assez directement de ce fameux théâtre du monde qui a, je le disais, construit le concept de nature, qui en a fait un spectacle sublime, fait pour nous. Et c'est le fait pour nous qui est important, bien sûr. Que signifie-t-il ? Il signifie à la fois fait pour notre contemplation et pour notre usage. Le second paradigme spatial est celui de la maison. Donc ça s'explique en raison de l'histoire particulière de la discipline écologie, qui était liée à son origine à l'économie, à la science de la bonne gestion de l'éikos, de la maison. Alors, je n'ai pas le temps de m'attarder sur ce point, qui serait un peu hors sujet par rapport à nos discussions, mais je renvoie aux analyses passionnantes d'Emmanuel Coccia dans son dernier livre sur ce paradigme de la maison. Il montre combien cette conception de la nature comme maison induit un rapport hiérarchique, gestionnaire, particulièrement problématique. Ce qui m'intéresse pour notre discussion aujourd'hui, c'est que la maison et le décor induisent des arts d'habiter particuliers qui sont en train d'être profondément bouleversés par la crise écologique et climatique que nous traversons. Donc la question qui se pose, c'est finalement quel théâtrum inventer qui engage un autre type de saisie du monde que cette saisie, je disais, d'usage, cette idée d'une nature faite pour nous. Comment, autrement dit, repenser, renouveler nos arts d'habiter? Alors, je n'ai bien sûr pas la réponse à cette question qui dépasse largement mes compétences, mais j'aimerais seulement, en guise de conclusion, m'interroger sur la puissance de modélisation des arts pour nous aider à sortir de ces deux paradigmes spatiaux, la nature comme maison et la nature comme décor. Il me semble que, comme au XVIIIe siècle, c'est en partie aux arts qu'il appartient de reconfigurer nos modes d'habiter, d'offrir des alternatives à ce que nous considérons comme la seule manière de nous tenir face au monde ou au-dessus de lui. Le terrestre suppose une métrique différente, une autre façon de décrire et de concevoir l'espace. Les sciences du système Terre nous apprennent, par exemple, que la zone critique, ce lieu où se concentre l'activité humaine, l'activité des vivants, et ses ressources, ne se laisse pas contempler comme un décor ou un paysage, qu'elle est un jeu constant d'action et de réaction qui produisent la vie et ses conditions de possibilité. Il n'y a plus de spectacle de la nature, mais un espace vécu, habité, fabriqué par les êtres mêmes qui l'habitent. C'est l'enchevêtrement du théâtre des hommes et du théâtre des êtres de la nature qu'il nous faut à nouveau tenter de penser. Vous voyez là le défi posé par le nouveau cosmos dans lequel nous entrons, pour aller vite, ce n'est plus de saisir l'immensité du globe terraqué, mais la complexité et la multiplicité de ce qui constitue la Terre, ses interactions de vivants, d'éléments, de phénomènes géologiques, et notre intrication à nous dans tout cela comme participants dangereux. Le théâtre du XXe siècle avait déjà su s'affranchir de la frontalité du regard et contester la centralité du drame humain,
C'est ce qu'avait diagnostiqué notamment Hans-Thies Lehmann en 1999, quand il parlait de théâtre post-dramatique, dont il identifiait les prémices dans les avant-gardes théâtrales, de Artaud au théâtre de l'absurde, en rupture avec la majeure partie de la tradition théâtrale occidentale, qui, elle, se caractérisait par une focalisation sur l'action humaine, du théâtre classique au drame brechtien, en passant par le drame bourgeois. Alors, il serait sans doute fécond de relire Lehmann et le corpus scénique qu'il convoque dans la perspective de l'Anthropocène, dont la conceptualisation est exactement contemporaine de celle du post-dramatique. En 1999, c'est une coïncidence de date qui m'a frappée, l'hypothèse d'une entrée dans l'ère de l'humain, dans l'Anthropocène, coïncide avec celle de son décentrement, par l'idée du post-dramatique. Loin d'être le lieu de l'humain tout-puissant, la scène est l'occasion de la mise en question de l'anthropos et d'une interrogation nouvelle sur sa place, ses interactions, ses bornes. Si Lehmann avait déjà repéré dans le théâtre du XXe siècle un décentrement du drame humain, une critique de l'auteur et du personnage, le théâtre du XXIe siècle prolonge ce mouvement et ouvre de plus en plus la scène à un hors-scène, plus qu'humain, voire cosmique. De fait, sur les scènes contemporaines, certains des gestes les plus marquants sont ceux qui interrogent, avec les moyens propres du théâtre, la condition terrestre. Alors là, j'ai mis pour finir, je vous propose pour finir quelques images des spectacles de Romeo Castellucci. Pourquoi? Parce qu'il me semble qu'il est l'un des exemples les plus frappants de cette ouverture des scènes contemporaines au cosmos, en fait, à des questions de cosmos et d'espace. Ce n'est plus le seul drame humain, mais le cosmos qui intéresse Romeo Castellucci, qui met en scène des tornades de poussière d'os. Ça, c'est dans cette extraordinaire et terrifiante pièce intitulée Four Seasons Restaurant. Il met en scène également l'incommensurabilité des échelles, ou, dans l'un de ses derniers spectacles, la liste macabre des espèces disparues. Donc ça, c'est dans Requiem. Mais j'aimerais conclure avec cette image d'un autre spectacle de Castellucci, Primo Omicidio, où la machine à nuages moderne, on retrouve les nuages, la machine à fumer, occupe le centre de la scène. Et bien sûr, elle est là en tant que machine, entourée par les dieux. Retour du cosmique et de l'infinitésimal, remise en cause de la prédominance du visuel, exploration d'agentivités multiples, mise en scène de la précarité des vivants, reprise et détournement de l'esthétique du paysage, le théâtre redevient laboratoire d'espace, outil de questionnement cosmologique. Les scènes contemporaines expérimentent d'autres manières d'habiter. Ce sont des scènes qui n'ont pas la fixité, la symétrie des théâtres anciens, qui ne sont pas des espaces de concentration du regard, mais des cosmogrammes hétérogènes, sans bord, aux échelles multiples, ouvrant un nouveau régime d'iconicité. Elles ne condensent pas, elles ne modélisent pas, mais mettent en mouvement, retracent des histoires multiples, tentent de capter les traits singuliers de notre rapport au monde, l'incommensurabilité, l'intrication, l'interdépendance, la précarité. Elles rendent palpable un autre rapport à l'espace et dissolvent l'ancienne conception de la nature comme décor. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à la Maison française de NYU. Et je voudrais dire tout d'abord combien je suis heureux que ce webinaire puisse se tenir malgré le confinement. Je remercie Frédéric d'avoir accepté de faire cette intervention à distance. Je remercie toute l'équipe de la Maison française, donc François, Francine, Lisa, Sophie et Guillaume pour sa gestion de cet événement. Et merci à vous qui nous regardez. Donc, nous venons d'écouter une intervention passionnante qui nous a fait découvrir ou redécouvrir les décors spectaculaires de Giacomo Torelli pour les situer comme origine d'une certaine saisie de l'espace, la nature comme spectacle que moi, regard désincarné, je peux regarder, je n'en fais pas partie, mais je peux regarder. Il y a aussi, et tu le montres très bien Frédéric, donc ces autres arts d'habiter. Je crois que le pluriel est très important, donc le théâtre élisabétain et aussi le théâtre contemporain, par exemple celui de Castellucci. Alors j'ai hâte que nous discutions
Et alors, j'invite ceux qui nous regardent donc à poser des questions. Alors, juste pour vous expliquer, nous disposons donc d'une vingtaine ou d'une trentaine de minutes pendant laquelle vous qui nous regardez, vous donc à la place de Louis XIV, comme disait Frédéric, vous pouvez donc poser vos questions en français ou en anglais. Il suffit donc de cliquer sur Q&A, donc en bas de votre écran, de taper votre question que je lirai après à haute voix. Vous resterez anonyme et puis Frédéric répondra. Et on va essayer de lire toutes les questions, bien évidemment. Ça dépendra un peu du temps qui nous restera. Alors, in English too, so please feel free to ask questions. Just click on the Q&A button at the bottom of your screen and type in your question, which I will then read out and we'll talk. So voilà. Alors, merci Frédéric. C'était vraiment fascinant. Et je voudrais commencer, avant qu'on entre vraiment dans les détails de ce que tu nous as dit, je voudrais te demander ce qu'il en est du théâtre pour toi pendant cette pandémie. Les théâtres sont fermés, le festival d'Avignon est annulé. Et puis une bonne partie de la population mondiale est confinée à la maison. Donc, deux petites questions. D'ailleurs, dans la première rejoint une question posée par quelqu'un qui nous regarde. Donc, première question, est-ce que la maison peut-elle devenir un théâtre pendant cette pandémie? Et puis, deuxième question, juste pour commencer, que voudrais-tu que le théâtre devienne après la pandémie? Merci beaucoup Philippe, merci à tous de votre patience et de votre courage pour assister à ce webinaire. Malgré ce que j'ai dit, il me semble que l'écran ne peut pas être un petit théâtre, j'en rêverais. Hein. J'ai joué avec cette idée au début en vous proposant cette fiction spatiale dont l'idée qu'on serait tous devant une petite maquette de théâtre à laquelle on assisterait, mais je ne suis pas sûre que ça tienne. Donc, merci déjà à tous et notamment à tous les collègues de la Maison française de votre invitation. Alors, ta première question, bien sûr, se pose immédiatement par rapport à notre situation. Hein. Ça dépend dans quel sens on prend le mot théâtre. Est-ce que la maison est un théâtre? Si on prend le sens classique, étymologique, le théâtre, c'est le lieu d'où l'on voit. Il me semble effectivement que la maison est devenue pour nous tous, très étrangement et de manière absolument inédite, notre œil ouvert sur le monde. La maison, grâce à ces petits écrans que nous avons partout, grâce à nos ordinateurs, aux radios, etc., c'est notre seul accès au monde aujourd'hui. Et ça, quand même, et ça me paraît être assez nouveau à penser. Et ça contredit un petit peu ce que je dis dans ma conférence, au sens où moi je prenais la maison comme l'un des lieux, l'un des lieux qui nous empêche de penser la nature autrement. Mais je crois qu'aujourd'hui, à cause de notre situation absolument particulière, la maison c'est le lieu d'où l'on voit déjà. Et puis par ailleurs, c'est devenu aussi un lieu, enfin, je trouve que l'espace intime est totalement bouleversé par ce qui nous arrive. Je ne sais pas ce qu'il en est de nos spectateurs ou de nos co-web spectateurs de ce soir, mais on passe des heures en réunion, nos espaces familiaux, nos espaces intimes sont devenus un petit peu des espaces publics, des espaces professionnels, et ça c'est quand même très troublant. Donc, je pense qu'il faudrait que je reprenne en fait toute cette réflexion sur l'espace à partir de cette situation très singulière qui est celle qu'on est en train de vivre et qui déplace énormément des questions d'intime, de public, de spectacle, de privé, de intérieur, extérieur, toutes ces questions-là qui m'intéressent beaucoup. Pour te répondre plus précisément, sur la deuxième partie de la question, c'est que se passe-t-il pour le théâtre aujourd'hui? Je pense que je peux le dire assez simplement, c'est une catastrophe énorme, à court terme en tout cas, hein, puisque comme toutes les compagnies de théâtre, la mienne a dû annuler un certain nombre de dates. Hein. On devait jouer en Allemagne, on devait jouer à Berlin, à Karlsruhe, à Taipei, et bien sûr tout cela s'effondre, donc ça c'est la première chose. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point les gens de théâtre sont, à mon avis, sous-sollicités en ce moment pour la réflexion qu'on doit mener par rapport à l'espace public. Je m'explique. Il me semble que, notamment, j'en parlais avec mon régisseur récemment,
il y a une compétence technique dont j'ai un petit peu parlé en parlant du XVIIe siècle, mais il y a une compétence particulière des gens de théâtre par rapport à la question du public, par rapport à l'organisation d'espace, à l'organisation des corps, des mouvements. Et ce sont des questions qui vont être posées, qui sont posées aujourd'hui même par le gouvernement français, par Édouard Philippe qui prenait la parole tout à l'heure à la télévision et qui disait voilà, on ne sait pas comment on va organiser les écoles. Et moi, je le dis là très simplement, il me semble qu'il y a des compétences singulières qui ne sont pas utilisées et que finalement, le monde du théâtre qu'on voit comme un monde du pur entertainment, c'est aussi un monde de spécialistes de l'espace. Et à mon avis, le théâtre pourrait nous aider à repenser justement l'espace public de manière profonde. Et puis, dernière façon de te répondre, c'est de voir à quel point, effectivement, il me semble que la façon de faire du théâtre va être modifiée. Elle atteignait déjà un petit peu ses limites en termes de tournée, de budget, etc. Mais là, il me semble qu'on va être obligé de repenser profondément notre manière de travailler, notre rapport à l'espace, notre rapport au voyage, notre rapport aux répétitions. Voilà, il me semble qu'il y a une accélération de la réflexion sur ce que peut être le spectacle vivant aujourd'hui. Merci Frédéric. Alors, il y a des questions qui arrivent. Donc une première question, voilà, hyper intéressant. J'aimerais poser une question sur le rapport entre Descartes et le baroque. Est-ce qu'il fait partie du baroque comme étant une époque rationalisante ou est-ce qu'il s'oppose au côté respectueux de la religion dans l'époque baroque? Donc Descartes et le baroque. Oui, c'est une question classique, Descartes et le baroque. Déjà, il faudrait définir précisément ce qu'on entend par baroque. Et puis, on sait bien que dans l'histoire du baroque, en peinture, par exemple, il y a différents courants. Hein, donc, je ne vais pas faire un développement sur le baroque. Ce qui me paraît intéressant, ce que j'ai essayé de montrer ce soir, c'est que, oui, Descartes fait partie d'un mouvement baroque au sens où il est totalement imprégné de culture théâtrale. Et ça, c'est quelque chose qui est bien connu. Hein. Il pense avec le théâtre, il pense avec le théâtre de son temps. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il le pense en le tordant. Hein. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de montrer ce soir, c'est-à-dire qu'il est capable de reprendre à l'intérieur de l'univers baroque. Et d'ailleurs, dans le discours de la méthode, il parle non seulement de décors, comme je l'ai montré en parlant des météores, mais il parle aussi beaucoup de tableaux. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est nourri de culture baroque. Et en même temps, qui le transforme en quelque sorte du côté du mécanisme. Hein, et ça, c'est assez intéressant de voir comment il prend de la culture théâtrale de son temps ce qui lui est utile finalement pour ses démonstrations. Alors, question suivante. Quels seraient les apports de la comédie dell'arte ou du théâtre d'improvisation sur ces problématiques? Ah, ça, c'est une très belle question, mais je n'y ai pas du tout réfléchi. Vous me prenez de court. En fait, je vais m'en sortir avec une petite pirouette. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Philippe, sur la question du pluriel, les arts d'habiter. Moi, il me semble, en tout cas, c'est vraiment un chantier là que j'ouvre, hein, qui n'est pas du tout fini. Mais j'essaye, en tout cas, j'ai essayé ce soir avec vous, de tester 2 types de théâtre simplement. 3 en allant un peu vite avec le théâtre contemporain, mais on pourrait aller beaucoup plus loin, évidemment, et de poser la question de la puissance épistémique du théâtre pour penser l'espace. Mais il me semble effectivement qu'on pourrait se poser la question de c'est quoi l'art d'habiter de la commedia dell'arte? C'est quoi l'art d'habiter du théâtre d'improvisation? Moi, il me semble que le théâtre d'improvisation, par exemple, ne serait pas aussi lié à l'espace que les 2 exemples que j'ai pris. Alors, moi, j'ai pris des exemples qui sont vraiment des exemples très, très ancrés sur l'architecture. Je n'ai pas parlé de Racine ce soir, par exemple. Hein. Je n'ai pas parlé du grand théâtre classique français, qui, pour le coup, est peut-être moins un art spatial qu'un art de la langue ou de la poésie ou des émotions.
voilà. Mais ce qui m'intéresse dans les cultures théâtrales, c'est que certaines sont très spatiales et d'autres sont plus fondées sur le rapport à la langue ou au corps. Hein. Et clairement, j'ai choisi de m'intéresser plutôt à cela. Donc, je ne suis pas sûre que la commedia dell'arte et le théâtre d'improvisation ait beaucoup à me dire sur les arts d'habiter, mais ce serait à vérifier. Alors, une question très intéressante maintenant sur surtout que ces jours-ci, on va plus au théâtre, mais on lit pas mal. Donc, merci pour cette conférence passionnante. Je me demande dans quelle mesure le livre, en tant que support et espace, n'est pas un autre chaînon de cette perception, un autre moyen de voyager et de saisir le monde. On sait que les gravures de Torelli ne sont pas un miroir de la réalité, mais une version idéalisée de la représentation de la scène. Donc, voilà, c'est une très, très belle question. Oui, tout à fait. C'est une question. Et en fait, j'ai dû enlever, pour réduire ma conférence, j'ai enlevé 10 minutes sur les théâtrums au sens livresque et encyclopédique du terme. Donc, vous avez absolument raison. Il me semble que pour vraiment plonger dans ce lien entre histoire des conceptions de l'espace, cosmologie et théâtre, on ne peut pas oublier le livre et on ne peut pas oublier la grande tradition. Alors, elle est double en plus, hein, cette tradition. C'est pour ça que ça m'aurait amené trop loin, mais il y a la tradition des Theatrum Naturae, hein, qui sont ces livres encyclopédiques comme les Theatrum Anatomicum, les Theatrum Insectorum, enfin. Et effectivement, ce qui est très beau quand on regarde ces livres-là de la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, c'est qu'ils sont eux-mêmes présentés comme des petits théâtres, hein, avec tout un cadrage. Bien sûr, on connaît les planches anatomiques, hein, tout un cadrage très spatialisé, comme des petites scènes. Donc absolument, le livre est une étape essentielle de ce rapport à l'espace. Et il me semble qu'on n'a pas assez fait le lien entre théâtrum au sens encyclopédique et les scènes de théâtre baroque. Et la remarque est d'autant plus juste qu'effectivement, Torelli fait un livre qui est une espèce de gravure idéale de son décor, hein, et qu'il ne faut pas non plus se laisser complètement impressionner, même si c'est le but, par sa description, qui est à la fois d'ailleurs une ekphrasis, hein, qui est à la fois une description textuelle, hein, puisqu'il raconte les changements, hein, les mutazioni, les différents changements de scène, et il les montre. Donc c'est vraiment une espèce de publicité extraordinaire pour les pièces. Alors, une question très rapide et à laquelle il n'y aura pas de réponse, j'imagine en tout cas. When is your company coming to New York? Oh, I can answer that. I've been invited for the autumn. J'ai été invitée pour le mois de novembre, mais c'est pas du tout sûr. Et je ne sais pas du tout si on aura le droit de voyager, évidemment. Donc, les invitations sont là. L'envie de venir à New York vous présenter la nouvelle pièce que j'ai faite avec Bruno Latour qui s'appelle Moving Earth. L'envie est immense, mais tout dépend de nos gouvernements et du virus. Ah ben c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, on va attendre d'autres bonnes nouvelles. Alors, comment le Don Juan de Molière entre-t-il dans votre analyse de l'espace théâtral comme prisme de représentation de la nature? Question très précise. Oui, très très précise. C'est pas facile de répondre. C'est pas facile. C'est peut-être pour une intervention à venir. Oui, non, c'est une belle question. J'essaie juste de réfléchir aux différents passages. C'est plus tardif. C'est compliqué les Molières, parce que Molière, il est entre la tradition du spectacle, je dirais du grand spectacle Louis XIVien avec les comédies-ballets, et puis entre les grandes pièces, les grandes tragédies dont fait partie Don Juan. Donc,
avec Molière, ça ne rentre pas exactement dans mon analyse. C'est pour ça que c'est intéressant d'ailleurs et que la question est intéressante. On a le spectacle à machine, mais il arrive à la fin. Il arrive à la fin avec la disparition de Don Juan et l'arrivée du commandeur. Et je n'ai pas l'impression que le rapport à l'espace soit aussi typique que dans les pièces à machine de la première moitié du siècle. Voilà. Mais j'avoue qu'effectivement, il y aurait de quoi creuser dans une prochaine intervention. Je note toutes ces pistes. Alors ensuite, merci pour cette intervention lumineuse. Une simple question concernant la fin de votre conférence. Je vous suis parfaitement quant aux enjeux contemporains, mais je ne sais pas si le cas de Castellucci est le meilleur. Chez lui, reste prégnante une esthétique du sublime qui doit aussi être l'objet d'une généalogie. Vous avez raison, je crois. J'avoue que j'avoue que je suis facilement impressionnable au théâtre et j'avoue que j'ai un faible, mais c'est un aveu, comment dire, coupable. J'ai un faible pour l'esthétique un peu grandiose castelluccienne. C'est peut-être parce que j'ai eu une éducation au théâtre par l'opéra et par le sublime. Et donc, je fais partie des premières à la critiquer, mais peut-être que je suis un peu rapidement séduite. Cela dit, j'ai pris Castellucci comme exemple parce que l'une des choses qui m'intéresse chez lui, si on met de côté, mais c'est difficile, je l'admets, le sublime, c'est quand même le rapport à l'hétérogénéité et le rapport aux échelles. C'est-à-dire qu'il passe son temps quand même à réunir sur le plateau des échelles, des esthétiques, des références qui grincent un peu et qui nous obligent à penser peut-être une scène un petit peu moins humaine, trop humaine. Et l'une des choses dans la longue liste, qui était une longue liste un petit peu, comment dire, une espèce de liste de souhaits plutôt qu'une liste analysant réellement ce qui se passe sur les scènes contemporaines, j'en ai conscience. Parmi cette liste de transformation possible de l'espace scénique, il y avait aussi la présence du non-humain. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller un petit peu au-delà que simplement un chien qui arrive sur le plateau d'un opéra contemporain ou d'une scène contemporaine. C'est-à-dire que Castellucci, il produit autre chose. Par exemple, en amenant cette poussière d'os que j'ai montré, il réunit de l'humain et du non-humain, et puis aussi avec toutes les carcasses terrifiantes qu'il amène sur le plateau. Voilà, il produit une espèce de scène multispécifique qui est quand même assez intéressante. Mais moi, j'aimerais bien, je ne sais pas qui parle dans cette question, mais j'aurais été curieuse de savoir, puisque moi j'en cherche, dans le théâtre contemporain, qui, je ne sais pas si la personne peut me répondre après par mail, mais à qui vous pensez et quel pourrait être le bon corpus pour reposer cette question de l'espace autrement. Je vous avoue que je n'ai pas forcément la réponse à cette question. J'avais prévu dans mon PowerPoint, pour vous faire un petit peu rire, parce qu'on est dans une situation quand même pas drôle, j'avais prévu dans mon PowerPoint de vous montrer quelques images des pièces de Philippe Ken, que j'aime beaucoup, qui sont des pièces où on a vraiment l'impression qu'il a voulu nous donner, avant même qu'on le vive, l'art d'habiter de notre moment. C'est-à-dire qu'il a produit des pièces où les gens sont confinés dans un espace de paysage. Et ça, c'est assez passionnant. Par exemple, dans La Mélancolie des dragons, on a ce groupe de rockeux avec des cheveux longs qui se retrouvent complètement compressés dans cette petite carriole. Ou dans Swamp Club, on a tous ces artistes qui se retrouvent dans cette espèce de petit centre d'art en plexiglas au milieu d'un marais. Et dans La Nuit des taupes, que Philippe et moi affectionnons, il y a cette espèce de petite cabane dans laquelle les taupes sont enfermées au début. Donc voilà, je n'ai pas énormément élaboré sur cet exemple, mais il me semble que Philippe Ken aussi, dans un autre genre, fait partie des gens qui peut nous aider à penser paradoxalement des arts d'habiter pour aujourd'hui. Je signale en passant que un certain nombre des pièces de Philippe Ken sont en ligne actuellement sur le site du Théâtre des Amandiers, donc voilà, profitez-en.
Alors, question suivante. Donc, que pensez-vous de la question de voir ou de masquer le mécanisme des machines théâtrales au XVIIe, XVIIIe siècle, sur place ou dans les gravures? Fontanelle, où se situait-il? Est-ce la physique contre le mythe, la religion ou autre chose? C'est intéressant parce qu'en fait, Fontenelle, dans les entretiens sur la pluralité des mondes, ce qu'il dit, c'est qu'il faut lever comment dire, il faut lever le voile du théâtre, il faut sortir de cette espèce de sidération et de fascination, et il propose très littéralement à son interlocutrice, la marquise, de l'emmener visiter les coulisses. Il dit voilà, il faut aller voir les coulisses du théâtre et il faut effectivement aller voir les courroies, les poulies. Venez avec moi, je vais vous montrer les courroies du monde. En réalité, quand il fait du théâtre lui-même, et je vous l'ai dit, Fontenelle, en 1689, produit un opéra à partir de l'argument de Thétis et Pélée, donc ce fameux spectacle où je propose de voir une des origines possibles de son iconographie. Eh bien, au moment où il produit Thétis et Pélée, bien sûr, il n'est pas du tout brechtien. Ça serait un anachronisme complet. Et bien sûr, les gravures qu'on a de Bérin qui nous donnent, alors on en a beaucoup moins qu'avec Torelli, mais en tout cas le frontispice de l'opéra de Fontenelle de 1689 nous donne à voir un petit peu le même genre de décor d'ailleurs que celui de Torelli, et les machines sont absolument invisibles. Hein. Donc bien sûr, il y a cette espèce de jeu philosophique avec l'idée de montrer des machines, mais esthétiquement, bien sûr, Fontenelle suit la mode du temps et ne les montre pas. D'ailleurs, il faut dire quelque chose qui va dans le sens de la question de tout à l'heure. Les machines à cette époque-là ne sont pas du tout toujours parfaites. Très souvent, elles font du bruit. D'ailleurs, on met de la musique dessus pour éviter de les entendre. Très souvent, elles cassent, elles ne marchent pas. Et cette espèce de sublime dont je vous ai parlé, quand même, de manière assez fréquente, il est raté, il est grotesque, et les acteurs se font huer, parfois ils tombent de leur nuage, etc. Donc il faut quand même effectivement se rappeler un petit peu de la contre-histoire de ce que je vous ai raconté, hein, et du fait que idéalement les machines sont invisibles, mais bien souvent elles ne sont que trop visibles ou audibles, et on en rit. Alors, est-ce que la différence entre le théâtre élisabétain et le théâtre français se reflète dans les différentes façons d'envisager la nature par la suite? Je pense notamment à l'empirisme de Locke, couramment distingué du rationalisme cartésien. Alors ça, j'aimerais beaucoup en parler avec vous, parce qu'il me semble que c'est une piste, de recherche absolument passionnante. En fait, j'aurais envie de dire oui un petit peu par hypothèse, mais ça serait peut-être prendre un petit peu trop au sérieux cette puissance du théâtre. Ou alors, plutôt que de prendre les choses comme ça, peut-être qu'on pourrait dire qu'effectivement, il y a sans doute des différences philosophiques profondes dans le rapport à la nature entre les pays, différences qui se sont manifestées par différentes formes de théâtre, et ça serait peut-être plus plausible. Ce qui est certain, c'est qu'entre l'Angleterre et la France, oui, le rapport à... Il suffit de regarder Newton et Fontenelle, par exemple, hein, et le fait que pour les cartésiens, pour les cartésiens d'après Descartes, hein, pour les cartésiens du début du XVIIIe, l'idée très bizarre que quelque chose peut avoir une influence sans le toucher, cette chose très bizarre, très newtonienne, n'est pas du tout acceptable. Donc oui, on a une vision de la nature et une physique qui n'est vraiment pas la même pendant longtemps. Je pense que l'hypothèse vaut d'être poussée. Alors, on nous a proposé un hashtag pour cet événement, hashtag visible, trop visible. C'est pas mal. Alors ensuite, jusqu'à quel point l'omniprésence des nuages sur scène constitue-t-elle un espace interstitiel qui complique notre compréhension de la tension entre la praticabilité et
l'impraticabilité de la nature et du monde. Je peux Je ne répéter. suis pas sûre de comprendre la question. Donc, l'omniprésence des nuages sur scène, donc est-ce que cette omniprésence constitue un espace interstitiel qui complique le rapport, la tension donc, entre la praticabilité et l'impraticabilité de la nature et du monde. Donc, c'est surtout ça en fait, donc la praticabilité et l'impraticabilité de la nature. Il me semble que c'est un peu ce que tu as expliqué, non, de toute façon. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que, enfin, moi, ce qui m'intéresse effectivement dans cette histoire des nuages, c'est qu'ils changent de sens, en fait. C'est ça que j'ai vraiment essayé de montrer. C'est-à-dire qu'ils sont d'abord… En fait, il faut rappeler que les nuages, je l'ai dit beaucoup trop vite, hein, mais ils ont une histoire extraordinaire dans l'histoire de la scénographie, puisqu'en fait, ils sont d'abord utilisés dans les églises. Et ils sont d'abord utilisés… En fait, les premières machines de théâtre naissent dans les églises pour les spectacles liturgiques de l'Ascension. Et on a vraiment les historiens du XIVe et du XVe siècle ont vraiment montré à quel point c'est d'abord une machine liturgique. Donc le sens des nuages, il est profondément théologique et les nuages servent à faire apparaître les anges et ne sont pas tout de suite mythologiques. Hein. Ils sont d'abord liturgiques et théologiques, et puis petit à petit, ils sont repris à la fin du XVIe siècle en Italie, à l'occasion de ces grands spectacles qui mettent en scène la mythologie. Et donc, ils changent énormément de sens déjà quand ils deviennent non plus purement divins, mais quand ils deviennent ce lien possible, le Deus ex machina qui descend sur Terre dans les pièces italiennes. Et là, ce qui est assez intéressant avec Descartes, c'est que brusquement, il fait vraiment redescendre les nuages sur Terre. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'il utilise le fait que les nuages sont des machines scéniques, en fait, hein, et il enlève aux nuages leur sens le plus… leur sens mythologique, en fait. Mais la mécanisation des nuages, en quelque sorte, elle est là dès le début dans les églises florentines. Je ne sais pas si je suis très claire, mais effectivement, il y a l'impraticabilité du ciel est réinterprétée en praticabilité par Descartes, pour aller vite. Merci. J'ai bien noté cette référence à un livre que je ne connaissais pas, La théorie du nuage, que j'ai très envie de lire. Hein, oui, magnifique. Donc, question suivante. Pourrait-on retirer facilement les codes somatiques d'une pièce de théâtre classique? Avez-vous déjà observé une contagion des effets dans un discours théâtral? Car la notion de contagion joue un rôle essentiel dans une interaction sémiotique et même linguistique. Vous posez des questions très difficiles là. Surtout que je ne suis pas sûre de comprendre exactement le vocabulaire utilisé dans la question. Code somatique, qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là? Peut-être que tu peux m'aider, Philippe. Non, je ne suis pas tout à fait compris la question non plus. Est-ce que la personne voudrait peut-être préciser ou reposer la question avec d'autres mots? En attendant, on te demande de parler un peu plus du Deus ex machina. Ici, on parlait de l'influence du Deus ex machina dans votre analyse. Que diriez-vous? Tu en as parlé un peu, mais je ne sais pas si tu voudrais ajouter quelque chose. Sinon, en parlant de Dieu et de roi, j'ai été frappé par ce que tu disais au début, en plaisantant, hein, le fait que nous qui te regardons sommes à la place de Louis XIV. Alors, je me demande en effet si on pourrait insister davantage en fait sur cet aspect, sur le fait que les spectateurs, que ces spectacles de la nature, certes, sont créés pour un roi, mais en même temps, en allant un peu plus loin, on peut dire qu'à chaque fois qu'il y a un spectacle de nature, on devient roi. Et que c'est ça le problème, en fait, que nous régnons dès qu'il y a ce spectacle. Donc, tu as parlé de ce regard désincarné, mais justement, le danger, c'est de se prendre pour des rois dans notre rapport à la nature. Et alors, toute la question, c'est comment détrôner ce roi, qui est vraiment une question théâtrale.
et un problème théâtral. Comment repenser le public, comment décentrer le public. Donc, voilà, je Oui, me demandais si on ne pourrait pas, oui, insister davantage là-dessus. tu reformules les choses très, très justement. Effectivement, on le voit d'ailleurs dans la petite citation de Descartes que je vous ai donnée au tout début des Météores, c'est-à-dire que le fait même qu'il utilise de manière qui pour moi est très frappante, hein. C'est sans doute parce que j'étais baignée dans les textes de Sabatini que quand j'ai lu les Météores, quand j'ai relu les Météores, je me suis dit mais c'est incroyable, c'est vraiment une référence scénographique directe. Mais voilà, je suis pas la seule. J'ai vu après coup qu'il y avait d'autres personnes qui avaient cette interprétation, donc ça m'a un petit peu rassurée. Mais je me suis dit, voilà, Descartes fait vraiment du théâtre. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que c'est justement parce qu'il a ce vocabulaire scénographique au début des Météores qu'il peut avoir cette maîtrise-là sur la nature, qu'il peut dire, je vais diriger les nus, je vais les arrêter, je vais… Alors, voilà, c'est aussi une façon de parler, c'est aussi une manière de présenter un peu la matière de son livre, mais quand même, il faut être attentif à cette puissance du jeu et à cette toute puissance, à cette volonté du jeu. Et effectivement, moi, ce qui m'a frappé dans ce texte de Fontenelle, c'est une espèce d'alignement entre la toute-puissance divine, la toute-puissance du machiniste et la toute-puissance du roi. Et la toute-puissance du philosophe d'ailleurs. Mais à chaque fois, il y a cette espèce de jeu qui comprend et qui maîtrise et qui regarde. Voilà, donc ça, c'est le type d'alignement bien connu, hein, mais c'est vrai que c'est assez frappant dans ce cadre-là. Donc, la question que ça pose aujourd'hui pour nous, elle est majeure. Hein. Ça veut dire quoi de sortir de finalement cette conception, on pourrait dire, théologico-centrée de la nature. C'est-à-dire, comment faire autre chose, comment sortir du spectacle de la nature qui induit ce type-là de regard et d'usage, il me semble. Alors, c'est ce que je disais rapidement en conclusion. Ce qui est intéressant avec le théâtre, moi, je n'ai pas du tout l'impression que les arts arrivent après les questions scientifiques ou philosophiques. Il me semble que bien souvent, c'est plus complexe que ça. Hein. C'est pour ça que je parlais du théâtre du XXe siècle qui a décentré ce regard-là depuis longtemps. On sait bien. Mais effectivement, moi, je suis très sensible à tous les efforts aujourd'hui qui sont faits aux marges d'ailleurs du théâtre, de la performance et de l'art contemporain pour faire un spectacle qui soit immersif, ça c'est évident, où le spectateur est à l'intérieur, où il n'y a pas que de l'humain, je le disais, où il y a d'autres sens que le visuel, parce que là, ce que je n'ai pas dit, mais qui est une évidence, c'est que tous ces arts d'habiter-là sont avant tout visuels. Hein. Le théâtrone, c'est le lieu d'où l'on voit. Donc déjà, passer à quelque chose de plus sensible, de plus sonore, est une manière de sortir de ça. Et moi, je m'intéresse beaucoup, par exemple, à Tino Sehgal, à cet artiste qui est artiste allemand, qui est entre la danse contemporaine, la performance, les arts visuels, le théâtre, et qui a une manière de créer des dispositifs qui, pour moi, sont des arts spatiaux, pour le coup, passionnants, où il nous plonge à l'intérieur d'un espace qui est produit par les corps. Donc là, on est très, très proche tu citais tout à l'heure Terraforma, on est très proche de ce qui m'intéresse en Terraforma, c'est-à-dire l'idée que finalement, l'espace n'est pas un contenant, mais l'espace est produit par non seulement les humains, mais les vivants. Et finalement, ce qui m'intéresse peut-être le plus, c'est d'essayer de comprendre aujourd'hui quel pourrait être le théâtre qui nous permet de comprendre et de ressentir profondément, sensiblement, ce renversement du rapport à l'espace. Donc, ce n'est plus du tout l'espace comme scène qu'il faut peupler, décorer, animer par des machines, mais c'est l'espace produit constamment par nous-mêmes et par les autres vivants, et donc un espace imbriqué, intriqué. Et j'avoue que je n'ai toujours pas trouvé la manière de mettre ça en scène. Mais voilà, je suis attentivement tous les artistes qui me semblent aller dans cette direction-là.
Merci Frédéric, et je crois que c'est peut-être c'était comme une belle conclusion en fait, naturellement, qui est arrivé là. Donc, il est 16h22 minutes. Je crois que on n'a plus de temps. Alors oui, effectivement, allez voir Terra Forma, un très beau livre sorti cette année, l'année dernière. Je ne me souviens plus, le temps n'existe plus dans ce confinement. Voilà, et je crois qu'il est temps de clore cette séance. Donc, un grand merci Frédéric pour cette Merci à toi, merci à vous intervention tous. et merci d'avoir accepté d'être notre visiting professeur à distance. C'est bien la première fois, j'espère que c'est la dernière fois que quelqu'un ait à être professeur invité à distance. Donc, merci beaucoup Frédéric, merci à toute l'équipe de la Maison Française, merci à vous qui nous regardez et à bientôt. Au revoir, merci.